Bonjour à tous et toutes. Nous voilà pour une deuxième vidéo. Donc là, j'ai choisi le thème du féminin sacré. On en entend beaucoup parler depuis quelques années, quelques mois. J'ai lu des livres dessus, j'ai écouté des podcasts dessus. Comme d'habitude, j'ai été un petit peu noyée sous le flot d'informations que j'avais à ma disposition. Du coup, voilà, j'étais un petit peu perdue. Donc j'ai voulu réfléchir un petit peu ce que représentait pour moi le féminin sacré. Et je pense que pour chaque femme, ça peut être une définition différente. Voilà, je pense que c'est vraiment propre à chaque femme. Il y a une essence féminine commune, mais on peut l'aborder de plein de manières différentes. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais pour aller un peu chercher les choses, je me suis dit, tiens, Audrey, va chercher des définitions voilà, pour savoir est-ce qu'il existe vraiment des définitions carrées, tout ça, du féminin sacré. Alors, je suis allée sur Wikipédia, chose que je ne fais jamais, mais comme je sais que beaucoup d'articles sont écrits par des hommes sur Wikipédia, pas que, mais il y en a beaucoup, je trouvais intéressant d'avoir la définition du féminin sacré écrite par un homme. Alors, je vais vous la lire, elle est très courte. La notion de féminin sacré renvoie à une croyance ésotérique selon laquelle les femmes posséderaient un pouvoir surnaturel particulier, activable grâce à une initiation occulte. Cette hypothèse est parfois reprise et valorisée par des mouvements féministes, notamment dans certaines tendances mystiques de l'écoféminisme. Ok, donc déjà ça reste une croyance apparemment. Ok, bon, une croyance ésotérique, donc activable grâce à une initiation occulte. Donc, moi, ce que j'interprète, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui s'acquiert par une série d'initiations. C'est pas quelque chose d'inné chez la femme. Donc, le féminin sacré, toutes les femmes naissent sans l'avoir. En gros, c'est ça, et qu'il faut suivre une initiation, tout un cheminement pour acquérir et activer le féminin sacré. Bon, ok. Ensuite, j'ai trouvé une autre définition par une femme, cette fois-ci, par une sociologue, Constance Rimlinger, qui décrit cette mouvance. Tous les mots sont quand même assez importants. Vous voyez, parce que mouvance, donc c'est quelque chose qui est éphémère par définition, une mouvance. Voilà, les mots sont importants, je trouve. Donc, Madame Rimlinger a écrit à l'intersection de la spiritualité et du développement personnel, le féminin sacré s'inscrit dans une quête de sens de mieux vivre, caractéristique de la nébuleuse psycho-philo-spirituelle. S'inscrivant dans une quête de sens et de réenchantement, toujours l'importance des mots, du monde. Cette démarche présente des caractéristiques des spiritualités alternatives inscrites dans le sillon. Oups là, mon truc s'est fermé. Dans le sillon du New Age. Ah, il y a une croyance qui est apparue encore en plus. Et dans la nébuleuse mystique ésotérique, la primauté accordée à l'expérience, l'appel à cultiver son intériorité, à habiter son corps, l'optimisme quant aux possibilités pour l'humanité de s'éveiller, d'entrer dans une période d'harmonie, ainsi que l'accent mis sur la transformation intérieure et sur la notion de guérison, avec un débordement à la fois du côté du magique et du côté du psychologique. Donc là, cette définition de cette sociologue, donc là, on rentre dans le monde magique. En fait, le féminin sacré, c'est Harry Potter. Voilà. C'est déjà cette mouvance, donc comme je disais tout à l'heure, ça a une notion d'éphémère. Ensuite, donc là, j'ai pas compris, hein, nébuleuse, psycho, philo, spirituelle. Voilà, ça dépasse mes compétences. Et nébuleuse, mystique, ésotérique, pareil, ça dépasse mes compétences complètement. Je suis pas sûre que ça veuille vraiment dire quelque chose. Je suis pas sûre. Mais bon, après, que ceux qui veulent m'expliquer le fassent en commentaire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours OK pour apprendre des nouvelles choses, donc il n'y a aucun souci. Moi, dans cette définition de la sociologue, il y a certains mots avec lesquels je suis d'accord. Par exemple, donc cultiver son intériorité. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. À habiter son corps.
Moi, je dirais même se le réapproprier, parce qu'on l'habite déjà, mais on l'a oublié, ce corps-là. On l'a caché, on nous a incité à le cacher, donc plutôt se le réapproprier, ce corps. Je trouve que ce serait plus juste dans les termes. Ah oui, et l'optimisme quant aux possibilités pour l'humanité de s'éveiller, d'entrer dans une période d'harmonie. Bah écoute, oui, ça serait bien. Je sais pas, moi je trouve ça normal. Et je trouve que ça n'a rien à voir avec le féminin sacré. Je trouve que ça devrait avoir un lien avec tout être humain vivant sur Terre. Et pas que la femme. Que les hommes aussi, voilà, je sais pas, dans une période de bienveillance, d'harmonie pour l'humanité, bah ouais, c'est ce qu'on veut tous, quoi, en fait. Donc voilà. Donc voilà pour les deux définitions que j'ai trouvées. Elles sont très, 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 très loin d'être exhaustives, mais elles sont quand même assez impactantes, je trouve. Déjà, la première définition, donc, une croyance ésotérique, donc ça veut dire que ce n'est pas dans la réalité, ce n'est pas dans la matière. Donc c'est forcément quelque chose, je ne vais pas revenir sur les éveillés, endormis, élus, tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas accessible quasiment à tous. Il faut vraiment un cheminement, voilà, des rituels, des initiations mystiques, voilà. Bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, voilà. Je trouve que, une fois de plus, c'est que pour certaines personnes, quoi. Celles qui pourront faire ce chemin, celles qui pourront être initiées. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, clairement. Ensuite, un pouvoir surnaturel particulier, activable grâce à une initiation occulte. Un pouvoir surnaturel particulier, ce pouvoir, en fait, il n'y a rien de surnaturel. Nous, les femmes, on l'a toutes en nous. Et il n'y a pas d'activation par un rituel à faire. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je vais aller jeûner 5 jours dans les montagnes du Pérou que je vais activer mon féminin sacré. Mon féminin sacré, moi, je l'active tous les jours. Enfin, je trouve. Je l'active tous les jours, en fait. Et rien que là, à l'instant T où je vous parle, je suis en train de faire une vidéo, j'active mon féminin sacré. Parce que je fais porter ma voix. Et déjà là, on est en plein dans le féminin sacré. Bon, c'est un sujet qui est quand même très, très intéressant. Moi, je voulais juste aussi vous parler des sociétés matriarcales. Parce que, du coup, on passe d'un basculement à une autre, vous allez voir. Moi, j'ai sélectionné, alors j'aurais pu, il n'y en a pas tant que ça, hein, des sociétés matriarcales. On appelle ça des sociétés autochtones matriarcales. Autochtones, pourquoi? Parce que souvent, ce sont des micro-sociétés, à part une, je vais vous dire laquelle. Ce sont des micro-sociétés qui existent au sein de très grands pays, comme l'Inde ou la Chine, par exemple. Donc, du coup, ce sont vraiment des micro-sociétés au sein d'une énorme société. Par exemple, le peuple Mozo, donc, qui est une ethnie du sud-ouest de la Chine, les femmes dirigent la communauté, possèdent les terres et gèrent l'économie. Elles sont libres de choisir leur partenaire et d'en changer quand elles le souhaitent. L'homme a très très peu de droits sur l'enfant, ne joue aucun rôle dans l'éducation, et voilà, elle ne joue aucun rôle dans l'éducation, ne travaille pas forcément la terre. Il y a aussi beaucoup de femmes dans le peuple Mozo qui travaillent la terre, en fait. Et l'homme, voilà, il est à côté, en fait. Il y a la société matriarcale et l'homme vit à côté. Donc là, on est vraiment sur une séparation de tout. Donc quelque part, là, les femmes, ces femmes-là, cette société-là, le peuple Mozo, a reproduit ce que nous, femmes occidentales ou femmes orientales, enfin bref, peu importe, ce que nous vivons, en fait, mais à l'inverse. Donc là, on est en effet miroir. Donc là, on est à l'inverse. Ensuite, il y a les Minangkabau. Et là, c'est carrément c'est 3 millions de personnes. Hein. Donc, ce n'est pas une micro-société autochtone. C'est un peuple musulman d'Indonésie, donc composé de 3 millions de personnes, ce qui vit sur l'île de Sumatra. C'est la plus grande société matrilinéaire au monde. Il y a une différence entre matriarcal et matrilinéaire. Les deux peuvent être ensemble. C'est-à-dire que matriarcat, c'est une société dirigée par les femmes, exclusivement par les femmes. Et matrilinéaire, c'est une société où en fait le nom, les terres, les biens, les enfants se transmettent par la femme.
une société matriarcale peut tout à fait être matrilinéaire aussi. Mais là, dans le cas des Minangkabau, on est plus sur une société matrilinéaire parce que l'homme participe très activement à la société. Il n'est pas du tout mis de côté, il a aussi droit au chapitre. Là, on est plus sous une forme de coopération que de domination, en fait. Donc voilà. Et tout est transmis par la mère, en fait. Et en fait, les hommes sont mis un petit peu, les maris sont mis un petit peu au rang d'invités. Mais ils sont très actifs dans la communauté. Et ensuite, troisième société matriarcale, à Juchitán, du Zaragoza, donc c'est au sud du Mexique, connue comme la ville des femmes. La division des rôles entre les sexes est clairement définie. Les femmes tiennent le marché, donc qui est le véritable cœur de la société, et gèrent les finances. Les hommes se consacrent à la production et aux affaires politiques. Donc en fait, j'ai choisi ces trois sociétés tout simplement parce que même si elles sont matriarcales ou matrilinéaires, elles ont trois fonctionnements différents. Et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que ça peut être, ça définit, ça montre en fait que le féminin sacré peut s'exprimer par 10 000 voies différentes, 10 000 façons différentes. Le peuple Mozo, c'est strict, c'est la femme qui détient tout, l'homme vraiment, il est vraiment mis de côté, quoi. Il n'a pas droit il n'a pas voix au chapitre. Les Minangkabau, c'est la coopération. Ok, c'est matrilinéaire, mais il y a énormément de coopération entre hommes et femmes. Et au sud du Mexique, donc la ville des femmes, ben là en fait c'est clairement, c'est vraiment une coopération également, mais avec des tâches vraiment définies. C'est-à-dire les femmes, elles ont leur territoire économique et l'homme a ses fonctions bien précises. Donc je trouvais ça intéressant en fait qu'il y ait plusieurs modèles en fait de sociétés matriarcales et matrilinéaires. Je trouvais ça très intéressant parce que je pense qu'on peut vraiment faire le lien avec la définition du féminin sacré. En fait, est-ce qu'il existe un seul féminin sacré? C'est toujours pareil. Est-ce que si on pense qu'il existe un seul féminin sacré, ça y est, on est parti dans une croyance. Et une croyance, c'est limitant. Mais si on se dit que chaque femme peut exprimer son propre féminin sacré, là, ça devient intéressant. Parce qu'en fait, on n'a pas toutes les mêmes compétences, on n'a pas toutes les mêmes envies, on n'a certainement pas toutes le même vécu au niveau du féminin. Et du coup, je suis convaincue que chaque femme peut exprimer son féminin sacré qui est au fond d'elle de différentes façons. Et que l'un ne prime pas sur l'autre. Et qu'en fait, le féminin sacré, c'est une multitude de regards qu'on peut avoir sur nous les femmes, mais aussi sur les hommes, sur la société, sur la façon de vivre, sur la façon d'appréhender le monde, d'appréhender l'humanité, et oui, potentiellement, de vouloir la changer, cette humanité. Pourquoi pas? Complètement. J'avais aussi un petit peu lu des livres également sur les femmes. En fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est de faire un petit peu, alors pas une chronologie, je ne suis pas historienne, mais par contre de voir un petit peu l'expression du féminin sacré à travers les époques. Donc c'est ça qui est je trouvais ça très intéressant aussi, parce que je pars du principe qu'en fonction de l'époque, en fait, la femme a fait ce qu'elle a pu, clairement, a exprimé son féminin sacré. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Il est vrai que la position de la femme, l'image de la femme, le rôle de la femme depuis 3000, 4000 ans, moi je ne m'arrête pas à Jésus, je vais avant, n'a cessé d'être dégradée, ça c'est sûr. Voilà, il y a énormément de femmes qui étaient extrêmement puissantes, qui ont été salies, qui ont été vraiment salies, le nom a été effacé, leur histoire a été complètement transformée. Bon, l'exemple qui vient, c'est Marie-Madeleine, mais on en parle tellement là en ce moment de Marie-Madeleine. Bon, tout le monde n'est pas Marie-Madeleine non plus. Mais voilà, l'exemple de Marie-Madeleine est quand même assez frappant. En fait,
il y a plusieurs textes, il y a des évangiles apocryphes, tout ça qui sont découverts, hein, et qui nous montrent qu'en fait, Marie-Madeleine n'était pas du tout cette prostituée, qu'elle avait les pieds de Jésus avec ses cheveux et tout, qu'elle était tellement plus que ça, tellement plus que ça, mais dans une société extrêmement dominante, où l'homme domine énormément, une société de patriarcat énorme. Voilà, c'était impossible de dire, bah oui, il y avait une femme, elle était l'égale de Jésus. Voire peut-être sa femme et la mère de ses enfants. Donc, c'était impossible à dire. Donc, ça, ce sont mes croyances personnelles, hein, le fait que ce soit sa femme et que la mère de ses enfants. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, il n'y a aucun souci. Et donc, voilà, donc, je commence par Marie-Madeleine. À l'époque, voilà, ça ne devait pas être si simple que ça. Je pense qu'elle s'est beaucoup cachée, je pense qu'elle a beaucoup fui aussi, et que, voilà, elle a fait le job, hein, carrément même, puisqu'on parle encore d'elle maintenant, 2000 ans après. Elle a carrément fait le job, mais je pense que ça a été très très dur, qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de peur. Voilà, ça n'a vraiment, vraiment, vraiment pas été facile pour elle. Et je trouve qu'au fil des siècles qui s'écoulent, il y a quand même des femmes, même si, voilà, eh ben, c'était elles ont exprimé un sacré, sacré féminin sacré. Il y a trop de sacré dans ma phrase là. Un exemple, moi je trouve c'est très parlant, c'est Élisabeth Ier, donc reine d'Angleterre. Bon, voilà, on voit les portraits d'elle, elle est blanche comme un linge, elle a les cheveux tout frisés blancs, elle a une collerette énorme, enfin voilà, tout est blanc. Bon, c'est vrai qu'elle ne vend pas du rêve, hein, sur ces portraits, mais n'empêche que c'est une femme qui déjà à l'origine ne devait pas monter sur le trône. Et ensuite, elle a régné très 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 longtemps, et elle a su s'imposer, surtout, alors que c'était une femme, alors qu'elle était à la tête d'un gouvernement, enfin d'une cour, c'était pas un gouvernement, mais d'une cour composée exclusivement d'hommes. Et ce que je trouve intéressant dans la vie d'Élisabeth Ier, c'est qu'elle s'est masculinisée à fond pour pouvoir régner, tout simplement, pour pouvoir, voilà. Elle n'a pas pu être elle-même en tant que femme pour pouvoir assumer le pouvoir. Et donc, elle a trouvé une autre astuce, hein, disant, hop, elle a dit, ok, eh bien, je vais me masculiniser. Elle restait femme, hein, elle avait des robes, tout ça, voilà. Elle restait femme, et dans son attitude, dans son regard, dans sa voix, elle s'est énormément masculinisée, Élisabeth Ier. C'est une forme de féminin sacré aussi. Enfin, je veux dire, elle s'est imposée. Elle a fait entendre sa voix. C'est une sorte de féminin sacré. Donc on est loin de la retraite dans les montagnes. Toute sa vie, elle a lutté. J'en sais rien parce que je ne suis pas historienne, mais à mon avis, il y a eu des tentatives d'assassinat. Je pense que c'était compliqué qu'il y ait une femme au pouvoir, même si en Angleterre, c'était beaucoup mieux accepté que par exemple en France. Voilà. Donc, mais elle a pris un chemin détourné qui a fonctionné. Aliénor d'Aquitaine, moi c'est un personnage historique que j'adore, Aliénor d'Aquitaine. Elle, c'est pareil. Enfin, je veux dire, elle a été mariée plusieurs fois, voilà. Mais malgré le fait qu'elle était mariée, malgré le fait qu'à l'époque les femmes avaient moins de pouvoir, tout ça, elle a fait des choses extraordinaires. Mais il a fallu qu'elle se marie pour ça. Donc c'est pour ça qu'elle s'est mariée à plusieurs reprises. C'est une histoire de terre aussi, hein, l'Angleterre, la France, tout ça. Voilà, on est dans un certain contexte. Mais si elle n'avait pas été mariée, elle n'aurait jamais pu faire tout ce qu'elle a fait. Ça aurait été impossible. C'est aussi une expression du féminin sacré. Elle a eu l'intelligence, mais c'est l'époque qui fait ça aussi. Mais elle a eu l'intelligence. Je veux dire, elle est partie en retraite dans un couvent hyper tard. Elle est morte extrêmement âgée, Aliénor d'Aquitaine. Mais toute sa vie, encore à 80 ans, elle est chevauchée. Voilà, elle allait de château en château. Enfin, après, voilà, elle travaillait pas pour l'humanité. Elle travaillait surtout pour ses enfants. Mais bon, c'est pas grave ça. Je veux dire, sa voix a tellement porté que 500, 600 ans après, on en parle encore d'Aliénor d'Aquitaine. Et c'est une femme qui a été extrêmement forte. Enfin, je veux dire, personne ne peut détourner l'histoire et salir sa mémoire à Aliénor d'Aquitaine. Son empreinte est trop forte.
c'est pas possible. Et plus récemment, mais ce n'était pas forcément plus facile, c'était Marie Curie, que j'ai pris comme exemple, parce que Marie Curie, elle a énormément travaillé avec son mari, donc je crois que c'est Pierre Curie qui s'appelait, je ne suis pas sûre, à vérifier. Donc voilà, sur l'uranium, tout ça, elle en est morte hein, d'ailleurs, mais c'est son mari qui a eu tous les honneurs. Et il y a un journaliste de l'époque hein, qui lui a posé la question, alors Madame Curie, qu'est-ce que ça fait de vivre avec un génie? Et elle lui a répondu, allez demander à mon mari. Ah, mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Cette réplique, je la trouve extraordinaire, carrément. Parce que cette femme, elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle voulait faire, de son projet, de ce qu'elle était en fait. Elle a été jusqu'au bout. Et pourtant, elle a été voilà, très tardivement reconnue comme scientifique, comme génie également, très tardivement. Mais elle s'en foutait, elle a été jusqu'au bout. Et cette réplique demandée à mon mari, c'est juste recadrer les choses avec une subtilité extraordinaire. Extraordinaire. Je suis sûre qu'à l'époque, les gens ont rigolé. Voilà, ils sont passés à autre chose. Mais moi, je trouve ça incroyable. Incroyable cette réplique. Bon, bref. donc voilà, donc j'ai cité quelques femmes qui me parlent. Après, il en existe plein d'autres. Et surtout, il y en a plein qui sont anonymes. Des femmes complètement anonymes qui ont exprimé un féminin sacré de dingue, qui ont été complètement oubliées. Donc voilà, tout ça pour dire que en fait, le féminin sacré peut s'exprimer à travers des actions du quotidien, peut s'exprimer à travers le fait d'assumer d'être femme, d'assumer d'avoir différents rôles en fait. Parce que oui, on est mère, on est épouse, on est amante, on est amie, on est salarié, oui, on est tout ça. Mais l'homme aussi. L'homme aussi. Il a exactement les mêmes casquettes, hein. Exactement les mêmes. Moi, je ne veux pas du tout rentrer dans un féminisme, pas du tout. Moi, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo-là, et j'en ferai pas d'ailleurs, de sujet là-dessus, parce que je trouve que c'est trop propre à chacun, le féminisme. Mais je pense que le féminin sacré peut s'exprimer à travers 10 000 choses, vraiment, vraiment. Et même des tout petits actes, en fait. Et je trouve que le plus important, et là-dessus, j'étais d'accord dans la définition donnée par la sociologue, c'est se réapproprier son corps, le montrer, ne pas avoir honte de notre corps, quel qu'il soit, le montrer, enfin le montrer si on le souhaite, mais voilà, ne pas le cacher en fait, ne pas le camoufler, voilà, non, nous sommes nées femmes, il faut être fier d'être née femme, en fait. Et le féminin sacré, c'est aussi faire porter sa voix, c'est aussi ne pas avoir peur de s'exprimer, ne pas avoir peur d'être qui on est. Et ça, pour moi, c'est le meilleur des féminins sacrés. Et pour ça, on n'a pas besoin d'initiation, on n'a pas besoin de rituel. C'est juste s'accepter tel qu'on est et de le montrer. En fait, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur le féminin sacré. Je peux en parler pendant des heures, mais là, je suis déjà à 23 minutes 39 de vidéo. Donc voilà, écoutez, c'est un sujet, je trouve, qui est très intéressant. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et vous avez vu, je me suis acheté un petit micro. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.